vous remercie d'abord de votre présence matinale à ce panel. Je sais que vous êtes tous extrêmement occupés et que nous allons essayer de faire le meilleur usage de votre temps, du temps dont nous disposons ce matin. Permettez-moi d'abord de partager avec vous la vision qui a été validée par le recteur Alioune Badara Kandji et qui est au fondement de la conversation que nous allons avoir ce matin. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est une université publique. La population sénégalaise paie nos salaires et se sacrifie pour dégager un budget important pour que nous puissions éduquer sa jeunesse et faire de la recherche à un niveau qui est internationalement respectable. Et nous arrivons à faire ça. Pourtant, le plus souvent, la population sénégalaise n'est pas au courant, n'a aucune idée de ce qui se fait en termes de recherche et d'innovation à l'université Cheikh Anta Diop. Dans toutes les facultés de cette université, des recherches extraordinaires se mènent, potentiellement utiles à la société. Souvent, ce sont des étrangers qui viennent, qui en profitent, parce qu'ils savent ce qui se fait et ils sont intéressés par ça et ils ont l'infrastructure industrielle qui permet d'en tirer profit. Donc, des étrangers viennent, s'approprient ces recherches, alors que nous, au Sénégal, qui aurions pu les utiliser, ne sommes souvent même pas au courant que ces recherches existent et surtout l'écosystème économique qui aurait pu permettre d'en faire usage n'est pas développé. Du coup, c'est notre responsabilité. Je pense que ce constat étant fait, c'est notre responsabilité en tant qu'institution, en tant qu'universitaire, en tant qu'étudiant, de veiller à ce que ce qui se fait à l'université ne reste pas à l'université, qu'il y ait une appropriation par la population de ce qui se fait chez nous. Et cette vision-là est extrêmement importante parce que l'université sénégalaise est une université publique. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est une université publique. Les Sénégalais paient pour ce que nous faisons. Nous avons le devoir de montrer aux Sénégalais que ce que nous faisons leur est utile et de faire de sorte qu'ils soient au courant de ce que nous faisons ici. C'est une responsabilité pour nous, pour la communauté universitaire sénégalaise, et c'est une responsabilité démocratique. Dans une société démocratique, nous sommes tous redevables au peuple et nous devons tous rendre des comptes au peuple. Et c'est ça, en fait, la vision qui est derrière ce que nous faisons ce matin. Que ce soit, le but du jeu est le suivant. Que ce soit des problèmes de santé ou des problèmes de plomberie, que ce soit une infestation de cafards ou une question de théologie, il y a à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar quelqu'un qui est capable de donner des conseils pertinents pour s'en charger. Il est crucial, et c'est là la mission qui a été assignée à la DAX par le recteur Kandji, que l'UCAD parle au Sénégal, qu'elle lui parle de ses problèmes et des solutions à y apporter. Et surtout, il est crucial qu'elle le fasse dans un langage qui lui est compréhensible. Je remercie nos collègues physiciens qui ont accepté aujourd'hui de se prêter au jeu. Ils vont parler de choses que je ne comprends pas. Donc, le nom même de leur groupe, un groupe de recherche sur la modélisation, c'est un nom qui est compliqué pour un simple philosophe comme moi. Le but du jeu, c'est que quand on sortira de cette salle, que même moi, je comprenne ce qu'ils font. Et je pense que nous avons choisi l'une des matières qui est réputée les plus difficiles, les plus inaccessibles. Et nous voulons que, aujourd'hui, avec des gens qui font de la recherche de pointe, qu'on puisse, à la sortie de cette salle, tous comprendre ce qu'ils font et voir quels sont les usages que nous pouvons en faire, soit dans notre vie quotidienne, soit dans notre vie professionnelle, soit dans la vie publique. Et ça, il me semble que si nous réussissons ça avec les physiciens, nous allons réussir ça avec toutes les disciplines. Et toutes les disciplines de l'université Cheikh Anta Diop
sont également complexes, sont également compliquées, mais sont également importantes pour la République, pour la bonne marche de la République. Permettez-moi, avant de conclure, de présenter rapidement les membres du panel ce matin. Nous avons d'abord, je vais commencer par la plus jeune, je pense qu'elle est la plus jeune, du panel, Madame Ndeye Matindoye, qui est actuellement en train de faire un doctorat à l'EPT. Elle est diplômée en même temps de l'Institut Polytechnique Panafricain et de l'Université virtuelle du Sénégal. Elle est diplômée d'un master 1 en génie civil, une mention très bien et félicitations du jury quand même, de l'École Polytechnique de Thiès. Elle est actuellement en train de faire sa thèse à l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Donc vous voyez bien que l'UCAD est quand même ouverte, n'est-ce pas? Nous prenons le meilleur des autres universités. Et elle a fait, me dit-on, une excellente présentation l'année dernière. Donc, ce n'est pas pour te mettre la pression, mais bon, je sais que ta présentation d'aujourd'hui sera encore meilleure, n'est-ce pas? Permettez-moi de présenter, on ne le présente pas vraiment ici à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Socé Ndiaye, qui a été, moi, le poste le plus important que je retiens du professeur Socé Ndiaye, c'est DAP. Donc, quand il a été directeur des affaires pédagogiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a vraiment rendu service à l'institution au pays. Parce que quand il était directeur des affaires pédagogiques, ça a été celui qui a normalisé l'année universitaire, le calendrier universitaire à l'UCAD. Alors que l'UCAD est l'université la plus peuplée du pays. Nous réussissions à faire mieux que toutes les autres universités et à avoir une année universitaire normale. Ce travail-là, pour moi, est un travail surhumain qui est important et pour lequel on ne l'a pas suffisamment remercié. Il a par ailleurs été directeur de l'office du PAC, où il a fait également un très bon travail. C'est un physicien de la faculté des sciences et il est actuellement à la faculté des sciences où il est professeur assimilé au département de physique et membre du groupe de physique des solides et des sciences des matériaux du département de physique. Le professeur, le troisième que je vais présenter est le professeur Alassane Traoré, qui est également au département de physique de l'Université Cheikh Anta Diop, mais également à l'ITNA, qui est un spécialiste des méthodes, je pense. Donc, ça vous donne mon niveau d'ignorance, qui est spécialiste des méthodes et qui a été responsable notamment du calibrage de tous les instruments de l'ITNA, n'est-ce pas? Et qui va nous parler notamment du nucléaire, tel qu'il se pratique aujourd'hui. On va faire un panel spécial sur le nucléaire au Sénégal, mais on va commencer à en parler. Quel rôle joue la modélisation dans le nucléaire ici? La dernière personne, last but not least, qui nous fait l'honneur d'être présent, c'est mon ami, le professeur Biragay, Serine Biragay, qui est assesseur de la faculté des sciences, qui est docteur ingénieur diplômé de l'Université technique de Berlin et qui est professeur titulaire au département de physique de la FST. Bira mène des recherches en électronique, télécommunications et aussi à des applications, notamment en industrie et à la santé. Il est responsable d'un master international de modélisation entre l'UCAD et Aix-Marseille. Et à un moment où nous avons tendance à privatiser tout ce qui est valable, Bira a tenu à ce que ce master-là reste sous le giron du public et que les gens paient un prix normal pour faire ce master-là. Et pour ça, je pense qu'on peut déjà le remercier. Merci à tous. Bira est par ailleurs le coordonnateur du groupe thématique interuniversitaire de modélisation. Nous allons maintenant commencer le panel. Je vais donner la parole à Bira pour nous dire ce qu'est la modélisation en termes compréhensibles pour un philosophe. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur le directeur, cher ami Hadi. Merci à tout ce public qui est venu pour suivre ce panel, qui est en fait un panel de lancement de la conférence internationale qui sera d'ailleurs à sa 4e édition au mois d'août prochain. Et il faut dire que ce panel est organisé par le groupe thématique de modélisation. Disons, la conférence est organisée par le groupe thématique sur la modélisation, lequel groupe a été créé à l'initiative de professeur Bira, qui en est le coordonnateur. Et qui, depuis que ça existe, c'était à l'époque de la Covid. Et juste après la Covid, on a commencé à faire des conférences. Et on sera cette année à la 4e édition de cette conférence. Voilà, et nous remercions donc la DAX pour s'être associée à nous cette année-ci pour donner une autre envergure à cette conférence qui déjà est internationale, mais n'était pas suffisamment, disons, domiciliée au niveau central. Et donc nous remercions la DAX pour ça. Alors moi, il m'est demandé, non pas de parler de la modélisation dans mon domaine qui est la science des matériaux, mais de parler de la modélisation d'une manière générale, à quoi ça consiste. Parce que c'est justement pour que des gens comme mon ami Hadi puissent en savoir un peu plus et suivre maintenant les spécialistes que sont Mademoiselle Ndoye, prof Bira et prof Alassane. Alors, la modélisation, ce n'est pas une discipline, en fait, c'est un consortium de disciplines. Donc, malheureusement, ici, aujourd'hui, nous sommes tous des physiciens ou des gens qui sont en activité autour de la physique, par exemple les génies civils. Mais en réalité, si on prend les membres du groupe, vous en avez de toutes les obédiences. Il y a des gens qui viennent du domaine du secteur de l'économie, d'autres qui sont du domaine de l'aménagement du territoire, d'autres qui sont, et donc même de la sociologie, donc tout le monde est dedans. Alors pourquoi donc cette discipline-là ou ce consortium de disciplines est important? Ils vont nous en donner des exemples, mais moi je vais commencer par vous dire tout simplement c'est quoi la modélisation, ou en tout cas vous en donner une esquisse. Bon, en français simple, la modélisation, c'est le processus par lequel on crée un modèle. Ça, c'est en français simple. Maintenant, c'est quoi un modèle? En fait, un modèle, c'est tout simplement une construction intellectuelle ou matérielle qui reproduit tout simplement certains aspects d'un objet d'étude. Et un objet d'étude n'est pas forcément matériel. Il peut aussi être immatériel. Et nous le verrons, et certainement également dans les exposés qui vont suivre, ceci va être développé. Alors, cette représentation donc, peut être une représentation physique. C'est le cas, par exemple, d'une maquette, comme l'a dit le spot annonciateur, d'une sculpture, d'un prototype, etc. Mais ça peut aussi être conceptuel, comme ça peut être tout simplement également mathématique, informatique ou même symbolique. Hein? On parle souvent de modèle en citant un individu, on dit que c'est un modèle, vous voyez que c'est purement symbolique. Donc, mais tout ça, ce sont des modèles et on verra à quoi ça sert. Donc ce processus intellectuel donc, et technique qui consiste à représenter de façon simplifiée et structurée un phénomène ou un système ou même une situation qui peut être réelle ou tout simplement plausible, c'est quelque chose qui existe, on le voit, donc, mais ça peut être quelque chose également qui est tout simplement plausible. On pense que ça devrait pouvoir être, ou on ne le pense même pas, mais on est en train tout simplement de mélanger. C'est comme quelqu'un qui a ses ingrédients dans sa cuisine et qui les mélange et qui sort une nouvelle recette. Donc, c'est possible également de le faire avec la modélisation. Et donc, ça donne une version abstraite et qui est manipulable de la réalité ou des réalités. Donc, vous avez une réalité qui est physique, matérielle ou immatérielle, et vous voulez maintenant en faire une version abstraite, parce qu'avec cette version abstraite, vous avez la possibilité derrière votre bureau de faire des manipulations et de voir comment ça devrait évoluer. Donc ça se conçoit donc comme étant un pont entre la théorie et la pratique.
et offre un cadre donc très large pour l'analyse, la prévision et l'explication ou même l'innovation. Donc ça, c'était quoi la modélisation? Maintenant, comment est-ce qu'on fait la modélisation? Alors, je rappelle que nous avons structuré donc cette présentation en cinq questions qui ont été posées et auxquelles on a tenté d'apporter des réponses. C'est qu'est-ce que c'est la modélisation? Comment on l'a fait? Qui l'a fait? Pourquoi on l'a fait? Et avec quoi on l'a fait? Donc, c'est juste ce genre de questions auxquelles on va répondre. Et la deuxième question, c'est comment on fait la modélisation. Je vais essayer d'y aller en disant qu'il y a, pour faire de la modélisation, il y a généralement 4 étapes. Il y a généralement 4 étapes, ou 5 étapes. C'est-à-dire qu'on part d'une question ou d'une problématique identifiée. Donc, nous avons le système à modéliser, ou bien la réalité, ou bien, disons, l'image à modéliser. Et donc, on part de cette question-là. Ensuite, autour de cette question, on prend des éléments qui sont essentiels. C'est-à-dire, on sélectionne les éléments ou les relations qui existent dans le fonctionnement ou dans l'existence de cet objet ou de cette réalité en faisant des hypothèses simplificatrices de la réalité. Donc, on ne va pas tout prendre parce qu'on ne peut pas, justement, si on connaissait tout, on n'a pas besoin de modéliser, mais on va prendre ce qu'on juge être essentiel dans cette réalité-là, ou en tout cas dans cet objet d'étude, et on essaie de voir les relations qu'il y a entre eux ou de simplifier ces relations-là entre eux. Alors, après ce choix donc des éléments et des hypothèses, on formalise le tout et la formalisation donc, qui est la phase d'abstraction, se fait de plusieurs manières, hein, en utilisant plusieurs outils qui peuvent être des outils mathématiques, des outils informatiques ou d'autres types d'outils, hein, parce que le fait même d'imaginer un type de fonctionnement peut constituer un outil. Alors, ensuite, une fois que nous avons fini disons, de concevoir le modèle abstrait, donc de concevoir disons, de formaliser le tout en langage mathématique ou en termes d'algorithme, etc. Donc, c'est en ce moment qu'on teste le modèle. On le teste, en fait, c'est pour voir la validité du modèle. Alors, le test du modèle qui consiste à le confronter aux données, c'est-à-dire à la réalité qui, elle, est dit toujours la vérité, en tout cas d'un point de vue physique. Si vous faites une expérience, ce que vous trouvez, c'est la réalité. Maintenant, si vous faites un modèle et que le modèle ne donne pas la même chose, ça veut dire qu'il faut retourner sur votre modèle et essayer de faire des modifications ou en tout cas des améliorations pour aboutir à un bon modèle. Alors, ensuite, il y a l'utilisation du modèle. C'est-à-dire, vous exploitez maintenant le modèle, vous le mettez à l'épreuve sur des cas concrets pour pouvoir analyser, prévoir, concevoir ou simuler des choses. Et après, si ça ne marche pas ou si ça marcherait, en tout cas, vous pouvez procéder à une amélioration de votre modèle. Pour ce point, donc, parce que parfois, il faut donner des exemples pour que ça puisse marcher. Les éléments que nous utilisons tout à l'heure, que j'ai dit, ça peut être des données recueillies sur le terrain, mais ça peut aussi être des connaissances, tout simplement des connaissances expertes. Les données, c'est des données, c'est-à-dire que vous avez par exemple la population du pays, vous avez le nombre de filles, le nombre de garçons, le nombre de personnes souffrant de telle ou telle autre maladie, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement des connaissances. Par exemple, moi je pars du fait que je connais le mécanisme par lequel, par exemple, pour faire un clin d'œil à notre professeur et imam Fall, donc je pars du plasmodium, je dis, bon, le plasmodium, je sais comment il se développe depuis qu'il est dans le moustique jusqu'à ce qu'il arrive dans la personne.
et même dans la personne, comment il évolue. Donc ça, c'est des connaissances expertes que je peux utiliser dans mon modèle pour prévoir des choses, pour, disons, envisager également des solutions à des problèmes. Ça peut aussi être tout simplement des observations scientifiques. Par exemple, moi, je regarde le comportement d'une population d'animaux. Hein, je suis dans la forêt, j'observe une population d'animaux et sur la base de leur comportement, par exemple, je vois le singe qui, quand il se blesse, il va auprès d'un arbre pour faire un certain rituel. Donc, je sais qu'il y a quelque chose derrière ce rituel et ça peut me conduire, disons, à élaborer quelque chose sur la base d'un modèle. Alors maintenant, pour aller vite, on va voir qui est-ce qui fait la modélisation. Donc, c'est des acteurs d'origine diverses. Et ça peut être des chercheurs, comme la plupart d'entre nous ici, des enseignants, des ingénieurs, comme Mlle Ndoye. Ça peut être des statisticiens, mais aussi ça peut être tout simplement des experts de secteurs divers. Experts au sens le plus, disons, terre à terre du terme. Ça veut dire que ce n'est pas une expertise au sens grand, quelqu'un qui maîtrise quelque chose, mais quelle que soit la chose que vous faites, normalement, vous procédez toujours par un modèle. Maintenant, il y a des modèles rudimentaires, comme il y a des modèles qui sont très améliorés. Donc, ça peut aussi être dans les domaines de la santé, de l'environnement, de l'économie, urbanisme, BTP, de l'informatique, etc. Maintenant, avec la montée de la technologie, donc des outils que nous avons aujourd'hui, et de l'interdisciplinarité et des techniques numériques, donc, il se forment maintenant des groupes pluridisciplinaires. C'est le cas de notre groupe, le groupe GTM, où vous avez, comme je vous l'ai dit à l'entame, des gens provenant de toutes les disciplines, en tout cas que nous connaissons ici à l'université. Et c'est un groupe, ce n'est pas un groupe de l'UCAD, mais c'est un groupe où il y a toutes les universités du Sénégal. Il n'y a pas, je pense, il n'y a pas une université du Sénégal où il n'y a pas un membre, quelqu'un qui ne soit membre du groupe GTM. Donc ces collectifs, ça ne s'arrête pas également aux universités. Il y a également le privé qui est là-dedans. Donc dans nos forats, il y a le privé qui intervient, il y a les autres secteurs qui sont avec nous. Alors, on fait maintenant la modélisation avec quoi? C'est-à-dire donc les outils de la modélisation. Alors, les outils et les ressources de la modélisation, naturellement, bon, sont diverses et variées. Parce que tous les secteurs que vous puissiez imaginer sont embrassés par la modélisation. Donc, en partant du simple couple crayon-papier, avec un crayon, un papier, on peut faire un modèle. Mais jusqu'aux logiciels spécialisés les plus améliorés, donc entre les deux, vous avez toutes les nuances également qui peuvent servir à faire des modèles. Donc, alors, maintenant, l'informatique de nos jours occupe une place centrale dans la modélisation. Donc, on va faire un point particulier sur l'informatique parce que tout simplement, il permet le traitement d'une grande quantité d'informations. Mais il permet également de prendre en charge des relations complexes entre divers phénomènes qui se produisent dans un système donné. Il permet également la création de modèle dynamique et évolutif, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des aspects qui changent dans votre système, il suffit juste de les changer à l'entrée et puis bon, vous avez normalement vous avez la conséquence sur la sortie. Mais tout ça, ce sont des outils. J'ai dit 10 crayons aux logiciels les plus performants, mais dans tous les cas, le premier intrant, ça reste l'expertise humaine, la créativité et la connaissance du contexte. Donc, toute modélisation part de ça, l'expertise humaine. Quelqu'un qui n'y connaît absolument rien ne peut pas faire une modélisation. Donc, il faut s'y connaître, l'expertise humaine. Ensuite, la créativité et la connaissance également du contexte dans lequel on va faire la modélisation. Alors, enfin, la cinquième question, pourquoi on fait la modélisation? Alors, le but de la modélisation, c'est de rendre accessible, manipulable et compréhensible la réalité souvent complexe. Donc, vous avez un objet, vous ne pouvez pas accéder à l'objet. Et d'ailleurs, même si vous pouviez accéder à l'objet, le fait d'entrer dans l'objet pour le comprendre, ça peut le détruire. C'est-à-dire qu'après, vous ne pouvez plus l'utiliser.
Donc le fait de le modéliser vous permet d'avoir une réalité virtuelle que vous allez manipuler et après maintenant vous pouvez le transférer sur la réalité, disons, physique. Donc ça c'est utile chaque fois que notre objet est, bon, il y a des relations qui sont complexes, vous avez plusieurs facteurs qui interviennent, etc. etc. Alors ça permet, naturellement c'est un excellent outil d'aide à la décision. Par exemple, les résultats de la modélisation offrent une aide précise à la prise de décision dans de nombreux secteurs. Ils permettent, par exemple, de tester différents scénarios, d'évaluer les risques, d'optimiser les ressources, tout en limitant les coûts et les erreurs potentielles. Et tout à l'heure, je vous disais, les erreurs potentielles ou même les risques de destruction de notre système au moment où on est en train de l'étudier. Voilà. Alors, donc je ne vais pas citer les différents domaines. Bon, les collègues vont venir parler de certains de ces domaines. Voilà. Alors, pour conclure, donc, je dirais que la modélisation est essentielle puisqu'elle permet d'explorer les situations inaccessibles autrement que par elle-même, d'analyser les risques, d'optimiser des systèmes, d'éclairer la prise de décision. Elle est devenue un outil stratégique dans la gestion de la complexité et également dans l'innovation. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas uniquement une réalité factuelle, mais ça peut être une réalité plausible tout simplement et on essaie de la sonder. La modélisation, donc, loin d'être un simple exercice théorique, est un puissant levier pour comprendre, agir et transformer nos sociétés. Je disais tout à l'heure, à propos des domaines d'application, par exemple, je peux en citer un seul, c'est quand est advenue la crise de la Covid. Les gens ont pensé, bon, c'est une grippe, donc il faut un vaccin. Les gens ont pensé, un vaccin pour le mettre en place, bon, les techniciens nous le diront, il faut une longue période parce qu'il y a des phases d'essais cliniques, etc., etc. Mais vous voyez, avec une modélisation, les gens sont arrivés à raccourcir tous ces délais-là, sans pour autant passer à toutes ces phases d'essais cliniques, etc., et à sortir un vaccin, qui nous permet de savoir quels sont, par exemple, les potentiels, l'efficacité, par exemple, les effets secondaires, etc., tout ça là, sans pour autant qu'on ait à faire recours à toutes ces phases d'essais cliniques qui sont un processus, disons, naturel, ou que l'on laisse à la nature développer. Donc, nous pensons que ce présent panel, permettra d'éclairer, à travers les apports, des techniciens dans des domaines spécifiques, permettra d'éclairer sur les apports concrets de la modélisation. Mais aussi sur les limites, parce que la modélisation a effectivement, comme tout domaine, il y a des limites techniques, des limites, disons, organisationnelles, et des limites éthiques également, qui sont là. Mais nous pensons que tout ceci va être, disons, abordé par les collègues. Et ils vont nous donner également les apports concrets ainsi que les perspectives pour impacter le développement du Sénégal et également le développement tout simplement du monde. Merci. Dans le cas des bâtiments qui sont soumis à des sollicitations, donc les bâtiments sont soumis à des sollicitations qui sont soit des charges permanentes, les charges permanentes, c'est-à-dire le poids-corps par exemple de l'ouvrage, ou bien les charges comme le carrelage et autres, qui constituent des charges permanentes pour la structure. Et il y a des charges d'exploitation qui sont liées à l'exploitation même du bâtiment. C'est-à-dire, nous, par exemple, l'aménagement qu'on a eu à faire au niveau de cette salle constitue des charges d'exploitation pour la structure. Maintenant, il peut arriver que, par exemple, on est au premier étage, qu'on déplace tout cet aménagement-là au rez-de-chaussée ou bien au deuxième étage, et cela va changer la combinaison des charges. Donc, les charges qui étaient dans un premier temps au premier ne seront plus au premier, mais plutôt au deuxième.
Donc il y a une certaine combinaison des charges et qui va influer le comportement de la structure de manière générale. Et donc il est très difficile de prédire le comportement de la structure avant de faire le dimensionnement. Donc c'est pourquoi il est important de faire de la modélisation qui va nous permettre d'évaluer les différentes charges au niveau de la structure et de pouvoir apprécier son comportement en fonction des différentes combinaisons des charges qui sont appliquées. Donc la modélisation va se présenter comme un outil qui va nous permettre non seulement de prédire, mais d'anticiper. Donc voilà, il faut anticiper. C'est comme la météo. On est dans une période, bientôt pour la période pluviale, et il peut arriver que par exemple, on regarde la météo pour se dire est-ce qu'il y aura plu ou pas, et par conséquent, on va prendre des décisions. Donc, je dois me munir de parapluie ou autre. Donc, c'est la même chose ici. On va dire, si tel cas se présente, voilà ce qu'il faut faire. Et si, par exemple, on adopte une dimension pour le poteau, par exemple, de 10, ou bien de 10 sur 15, ou bien de 15 sur 15 ou bien 15 sur 20, il peut arriver que la structure ne supporte pas ces charges-là et donc il faut améliorer. Et ça, c'est la modélisation qui va vous montrer ça. Donc, il faut anticiper encore une fois. On ne peut pas réaliser et après regarder le comportement. Donc, à chaque fois, par exemple, je vais prendre le cas des effets sismiques. Donc, dans le cas des tremblements de terre, quand il y a tremblement de terre, on ne peut pas attendre qu'il y ait un tremblement de terre pour après faire de la modélisation. Non. Au tout début, on doit faire la modélisation, prendre en effet en compte les effets liés au tremblement de terre, donc les effets sismiques, et après sortir les résultats, voir le comportement et les prendre en compte. Donc ça, c'était par rapport au tremblement de terre. C'est la même chose pour les effondrements des bâtiments et autres. Et on peut aussi l'appliquer pour le cas des structures. Donc on a des structures telles que les ponts ou bien les ouvrages d'art, comme les routes et autres, qui sont soumis à des charges dynamiques. Donc à ce niveau. Donc, vous pouvez voir qu'il y a les voitures qui vont se déplacer. Donc c'est des charges dynamiques et qui vont engendrer des déformations. Que ces déformations soient visibles ou non, ils sont là. Et elles sont là autant pour moi, les déformations. Et donc il est important de les visualiser. Mais la seule manière de les visualiser, c'est à partir de la modélisation. Et à partir de là, par exemple, on peut lancer le modèle qui va nous dire que si le véhicule se déplace, voilà les déformations qui sont observées. Ou bien si par exemple, là on a fait une animation pour une structure statique, donc on n'a pas appliqué les charges de véhicules et autres, voilà comment le pont peut se comporter, entre autres. Donc ça permet toujours de faire des prises de décision. Autre chose, par exemple, toujours dans l'étude de cas dans le milieu du génie civil, nous avons la modélisation dans le cadre de l'hydraulique, donc des ouvrages hydrauliques. Donc les ouvrages hydrauliques sont des ouvrages qui sont dimensionnés pour faire passer ou bien évacuer une capacité d'eau, un certain volume d'eau, et ils peuvent ne pas suffire dans certains cas. Par exemple, on prend le cas dernièrement avec le changement climatique, on a des pluies exceptionnelles et donc qui vont engendrer des phénomènes exceptionnels et par conséquent, c'est la simulation ou bien la modélisation va venir pour montrer le comportement des ouvrages qui sont dimensionnés et prendre des décisions par rapport à cela. Donc là, par exemple, c'était dans le cadre d'un projet qu'on a eu à réaliser et on peut voir que lorsqu'il y a pluviométrie, par exemple, à ce niveau, on voit que la partie au centre est la première partie qui va être impactée. Je vais vous montrer cela. Voilà. Donc cette zone-là va être impactée en premier. Donc ça nous permet de dire, ok, voilà les zones qui sont les plus sensibles. Et donc, on doit prendre des décisions par rapport à cela. Peut-être qu'on doit évacuer vers ces zones-là, qui constituent des zones de pente où l'eau va converger. Et là, on peut prendre des décisions, comme la mise en place de canaux pour la mise hors d'eau des ouvrages, de manière générale. Donc, la modélisation va toujours servir de prise de décision de manière générale, comme l'a dit le professeur Sossi. Et maintenant, il faut savoir, par exemple, il y a un autre cas que je voudrais parler. De manière générale, dans le milieu du génie civil, les gens préfèrent toujours faire l'expérimental et après faire le dimensionnement sur la base du modèle expérimental. Ça peut être intéressant,
Mais ce n'est pas valable dans tous les cas. Par exemple, prenons le cas des ouvrages offshore pour les plateformes pétrolières. On ne peut pas faire l'expérimental avant de faire le dimensionnement pour voir le comportement de la structure à des profondeurs allant jusqu'à plus de 1000 mètres. Ce n'est pas possible. Donc la modélisation va être un raccourci à la place de l'expérimental afin de définir le comportement de la structure et pouvoir prendre des décisions pour le dimensionnement des ouvrages de manière générale. Donc je pense que c'était ça par rapport à la modélisation. Et maintenant je vais vous faire une étude de cas. Je vais vous parler de ce que je fais dans le cadre de la modélisation. Donc toujours par rapport à ce que le professeur Socé a dit, comment on fait de la modélisation. Mais ici, on va l'appliquer au génie civil. Donc, il y a 3 paramètres. Il faut dans un premier temps avoir des données. Comment on va faire la modélisation? On doit avoir des données. Et les données doivent être fiables. Si vous n'avez pas de données fiables, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats fiables. Ce n'est pas possible. C'est comme une boîte noire. Vous lui donnez, il y a des inputs et il va vous donner des outputs, forcément. Maintenant, est-ce que ces outputs-là sont acceptables? Est-ce qu'on peut les prendre en compte? C'est la question à se poser. Si on entre des données fiables, il y a la possibilité d'avoir des résultats fiables. Si vous entrez des données qui sont biaisées, les résultats seront biaisés et ne peuvent pas servir à la prise de décision. C'est très important de savoir que les données constituent un facteur important dans la modélisation. Donc, dans le cadre de ce modèle, donc, je travaille sur l'interaction sol-structure. Et là, pour l'expérimental, pour la modélisation, par exemple, j'utilise le logiciel ANSYS. J'ai eu à utiliser, pour le modèle, j'utilise un modèle de pied, donc qui est une fondation, et on ancre le pied dans le sol. Et on voit le comportement lorsque le pied est soumis à une charge latérale. Ici, étant donné qu'on n'avait pas de données dans un premier temps, donc on a utilisé les résultats de l'expérimental effectué par l'équipe de Nuserat et Al, qui sont au Colorado, que vous voyez à gauche, donc ici. Et c'est ce qu'on a modélisé à l'intérieur du logiciel. Donc il y a la modélisation par rapport à la géométrie et la modélisation, donc on rentre les paramètres pour chaque propriété de matériaux, ainsi que les autres paramètres de la modélisation. Une fois les données obtenues, donc il est important pour la deuxième partie de traiter ces données-là. Comment on va traiter ces données? C'est à partir des ordinateurs. Donc on doit être muni d'une machine qui est assez puissante pour utiliser ces données-là et les traiter. Bon, j'avais noté quelque chose que le professeur Socé avait dit tout à l'heure, je voulais rebondir là-dessus. Mais en grosso modo, si je me trompe, c'est dire que on doit avoir des supercalculateurs parce que les données seront simultanées et on doit les traiter de manière simultanée. Donc il y a plusieurs données qui doivent être combinées et la machine utilisée doit avoir une certaine capacité pour pouvoir traiter ces données-là. Donc il peut arriver, par exemple, moi dans mon cas, j'ai lancé la simulation et ça durait 2 jours, voire 3 jours. Et au bout, la machine me dit la simulation a échoué. Pourquoi? Parce que la mémoire RAM n'était pas suffisante. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi par moment on peut avoir des supercalculateurs comme ce qu'on a à Diamniadio pour faire la modélisation, entre autres. Donc, une fois les données fiables obtenues, on utilise la machine pour faire la modélisation. Donc on lance la simulation, on modélise le modèle et on lance la simulation. Donc lorsqu'on lance la simulation, on va voir le comportement maintenant du modèle qui a été ancré, donc le pied ancré dans le sol, est soumis à une charge latérale, et on voit le comportement du pied suite à cette charge qui a été appliquée. Donc là, vous pouvez voir, c'est comme étant plus jeune, quand on utilisait un bâton qu'on enfonçait dans le sol et on tirait dessus. Il y a un vide qui se créait et ce vide va être remplacé ou bien comblé par le sol qui se trouve dans les alentours. Donc c'est ce phénomène-là que vous allez observer. Et maintenant, qu'est-ce qui nous dit que les résultats obtenus sont fiables? Donc ça, c'est le 3e point. On a obtenu des résultats. Est-ce que ces résultats sont fiables? Donc sur quoi on va se baser? Il est important de se baser sur des études qui ont déjà été faites. Donc dans un premier temps, vous faites un modèle sur la base d'études qui sont déjà faites. Et vous allez pouvoir comparer. Donc, données fiables, références fiables pour la comparaison. Et ici, par exemple, dans notre cas, on a utilisé les données expérimentales obtenues par Nuserat et Al, qu'on a comparé avec nos résultats. Et maintenant, il y a une plage de valeur. Il faut savoir qu'en termes de modélisation,
il est quasiment impossible et très rare d'avoir la même chose que l'expérimental. Parce que l'expérimental peut comporter des erreurs. Donc ici, par exemple, en géotechnique, on va nous dire qu'il y a un intervalle de confiance qui va pouvoir prendre en compte ces éventuelles erreurs, donc de 95%. Et c'est ce qu'on a tracé ici. Donc, cela veut dire qu'il y a 95% de chances que le comportement réel du pied soumis à une charge latérale se trouve à l'intérieur de cet intervalle de confiance. Et dès l'instant que votre modèle valide, votre modèle obtenu se trouve à l'intérieur de cet intervalle de confiance, et on peut en déduire que ce qu'on a fait ou bien ce qu'on a modélisé est valable et peut être utilisé pour la prise de décision. Donc, là encore, c'est la validation, et ce qui nous permet donc de dire, voici le problème qui se pose. On a eu à utiliser des données fiables, on a modélisé le comportement, voilà comment le phénomène va se produire, et donc on peut prendre des décisions par rapport à chaque situation. Donc aujourd'hui, dans le cadre de, pour la prise de décision, je prends l'exemple, l'autorité peut dire, pour l'inondation, on a des cas d'urgence, donc il faut évacuer, donc par exemple le plan ORSEC, mise hors d'eau de la sécurité des usagers. Autre chose, par exemple, par rapport au trafic, par exemple, s'il y a des déformations qui ne sont plus acceptables et autres, toujours on va dire sécurité des usagers, on va fermer le trafic pour un certain temps. Autre chose aussi, on peut dire pour les navires et autres, en mer, il y a un phénomène qui se produit, donc on interdit le trafic dans le milieu marin. Donc c'est ça de manière générale. Merci monsieur le modérateur, c'était ça par rapport à ma contribution pour la modélisation dans le projet. C'est ce que vous voyez ici. Bon, certainement un foyer, et ce foyer-là est exposé. Donc, est exposé aux ondes électromagnétiques. Donc, il s'agit de quel domaine? Il s'agit de la pollution électromagnétique. Donc, vous savez, depuis la fin des années 90, il y a une grande explosion du wireless, donc des télécommunications sans fil. Donc aujourd'hui, peut-être on ne s'en rend pas compte, mais il y a une forte exposition aux ondes électromagnétiques. Et ça peut avoir des effets, disons, qui ne sont pas souhaitables pour l'être humain. Et c'est important que les populations soient protégées par rapport à cette pollution. Donc vous avez certainement remarqué beaucoup de migraines. Donc ça semble être beaucoup plus fréquent qu'il y a peut-être 20 ans ou plus de 20 ans. Donc, et c'est vrai, des études doivent être menées pour trouver des corrélations entre ce qu'on ressent et ce qui est, disons, émis par les différentes sources qui émettent naturellement des ondes électromagnétiques. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle l'électrosmog. Donc, il est important, très très important, de faire ces études-là pour protéger les populations. Donc, on a besoin d'un environnement sain en termes électromagnétiques. Donc, c'est ce que cette image-là montre. Donc, les Wi-Fi pilules, les différentes générations de télécommunications mobiles sont là, elles cohabitent, ou bien elles se développent grandement. Vous avez aussi les télécommunications satellitaires, la radio, les différentes radios, les télés, les équipements. Donc bref, nous sommes envahis. Et à l'UQAD, des études sont menées dans ce cadre. Il s'agit d'un domaine extrêmement intéressant qu'on appelle la compatibilité électromagnétique. Donc, compatibilité entre les équipements et compatibilité entre équipements et l'être humain. Bon, il a été prouvé que des doses sont reçues et impactent la santé.
des êtres humains. Donc, et avec la modélisation, on peut, disons, encadrer, voire même protéger les populations face à cette pollution. Donc, elle nous permet d'abord de recueillir l'existant, donc avec des mesures. On peut mesurer les seuils de puissance, donc à différents endroits. Ensuite, on peut trouver des dispositifs tendant à protéger, donc à écranter, si vous voulez, à diminuer les effets de ces équipements-là et de ce qu'ils émettent. Bien. Donc, il s'agit de définir des seuils acceptables. Bon, vous savez, certainement, vous avez vécu l'expérience. Lorsque vous téléphonez à côté d'un haut-parleur, vous voyez que, ou bien lorsqu'on vous donne un coup de fil, vous voyez que le haut-parleur se met à biper. Je ne sais pas si l'assistance a remarqué ça. Donc, ça veut dire qu'il se pose un problème de compatibilité entre les deux équipements. Donc, les équipements doivent se supporter. Donc, il faut donc définir des seuils de puissance qui vont permettre aux différents équipements de se supporter. Ça, c'est la compatibilité entre les équipements. Mais aussi, il faut définir des seuils acceptables par l'être humain. Donc, acceptable, donc pour que l'être humain aussi supporte les équipements et l'être humain se supportent. Donc ça, la modélisation joue un très très grand rôle dans ce cadre. Et vous voyez, par exemple, je vous montre une image importante qui va illustrer cet aspect-là. Voilà, donc un petit instant. Voilà, si ça ne va pas venir. Hein. Bon. Voilà, on va regarder un peu. Bon, là, attendez un peu. Voilà. Donc, ici, avec la modélisation, on peut voir, par exemple, l'impact d'un téléphone portable sur un être humain. Bon, on va me dire que c'est très compliqué, l'être humain est très compliqué à modéliser. Mais, bon, il ne l'est pas. Ça dépend donc de ce que je veux étudier pour l'être humain. Si moi, c'est les ondes qui m'intéressent, je peux dire que l'être humain est un milieu de propagation. Ça va choquer un médecin, mais en réalité, c'est ça. Le modèle on va lui trouver un modèle. Donc, je ne peux pas avoir un être humain que je vais exposer tout de suite, mais je vais me faire une idée, donc déjà de la géométrie de la tête de l'être humain. Je peux contacter les médecins, ils vont me donner quelques éléments donc, du milieu dans lequel l'onde va se propager pour que je puisse les mettre, comme l'a si bien dit notre collègue Ndaymati, donc pour qu'on donne les données, pour qu'on puisse insérer les données relevantes, les données qui sont donc correctes pour avoir donc les bons résultats. Bien. Donc vous voyez, pour nous, l'être humain, dans ce cadre-là, donc pour ce qu'on veut étudier, pour ce cadre, l'être humain est un milieu de propagation. On a besoin des éléments qui nous permettent donc de comprendre, de voir comment une onde électromagnétique se propage au sein de l'être humain. Bien, ce qui est important, c'est que l'appareil portable va émettre des ondes, ça veut dire des puissances. Donc il y a une puissance électromagnétique, une dose que la personne va prendre en elle, et ça peut avoir des conséquences. Parce que c'est une dose étrangère donc, que la personne va recevoir. Et donc, si on ne fait pas attention, si on ne maîtrise pas cette dose, donc ça risque d'amener des problèmes de santé. Donc c'est pour cela, donc ici en modélisation, on a la possibilité donc, de bien comprendre cette dose. Donc on parle de dosimétrie, donc, et de pouvoir définir des seuils, donc imposer les appareils qu'on va importer par exemple au Sénégal, pour ne pas que des niveaux de puissance exagérés soient émis. Bien, donc ça c'est un peu l'aspect nocif
si vous voulez, des ondes électromagnétiques. Donc, d'abord, j'en profite pour sensibiliser les populations par rapport à ce phénomène. Donc, il faut qu'on soit très, très, très vigilant et que autour de nous, il y a une pollution qui est là. Maintenant, il ne faut pas avoir peur des ondes, parce que les ondes électromagnétiques, quand même, sont utiles. Déjà, c'est avec ces ondes-là qu'on téléphone, par exemple, avec d'autres utilités qu'on a avec. Mais n'empêche, si on ne prend pas garde, si on ne les maîtrise pas, on risque d'avoir des problèmes. Donc, il faut donc la bonne utilisation, la bonne dose pour donc avoir un aspect sain pour les populations, un résultat correct. Bon, ce que je vais montrer aussi, c'est un aspect positif des ondes. J'espère que je suis dans les délais. Je suis dans les délais. D'accord. Voilà. Donc, les ondes électromagnétiques peuvent être utilisées pour traiter le cancer. Ça, c'est intéressant. Donc, elles peuvent l'être dans divers domaines de l'électromagnétisme. En général, on distingue deux grands domaines. Donc, il y a le domaine ionisant. Donc, ça, c'est surtout des techniques nucléaires qui sont utilisées. Mais il y a le domaine non ionisant. Bon, en général, ce que vous avez en télécommunication, c'est le domaine non ionisant. Et ça veut dire que c'est des ondes, quand même, qui n'ont pas trop d'impact négatif, si c'est bien maîtrisé naturellement, sur l'être humain. Et elles peuvent être utilisées pour traiter le cancer. Je vais vous donner un exemple donc, qui a été réalisé avec la modélisation. Je vais venir encore. Voilà, attendez. Donc, je vous donne une étude faite avec la modélisation qui a permis de faire des traitements du cancer donc, et des équipes de l'UCAD, Seattle. Voilà, donc je vais commencer par ça. Bon, de quoi s'agit-il? Bon, ça c'est du foie, vous avez du foie, et on a inséré une antenne dans ce foie-là. Et des doses seront injectées, donc de puissance. Donc en fait c'est une antenne, je vous ai dit, une antenne de haute fréquence, et qui va permettre de bien traiter une tumeur cancéreuse sur, par exemple, du foie, comme vous voyez. Bon, ça a été fait comment? D'abord, c'est des dispositifs qu'on a conçus. Donc ça, c'est des antennes. Donc il y a eu deux solutions proposées. Une solution que vous voyez là, une solution électrique, donc électrique plus, et une autre qui est plus ou moins magnétique. Donc parce que c'est électromagnétique, il y a les deux aspects naturellement, mais ça, on parle de dipôle électrique et un autre dipôle qui a été proposé donc, comme solution, dipôle magnétique. Ça, je vais vous montrer ça. Voilà. Cette solution, elle est innovante et elle permet d'avoir un très très bon profil de traitement du cancer. Et ça a été réalisé par la modélisation. On n'a pas seulement démarré par la construction, mais on démarre par la modélisation. Je ne vais pas mettre trop de formules ici, ou bien trop d'aspects techniques. Mais vous voyez, la modélisation a permis en amont de voir quel profil de dose, on va dire, quel profil de radiation on aura. Donc, elle nous a permis donc, de concevoir cette antenne. Et à la clinique, ça c'est à la clinique, on a pu insérer les antennes et faire les tests. Donc, voilà. Donc ça, c'est des tests de coagulation, on dit. On met l'antenne et on met la puissance et on regarde au fil du temps qu'est-ce qui va se passer. Donc là, vous voyez le profil donc, autour de l'antenne, donc comment donc, la puissance, disons, se propage donc, sur la tumeur. Voilà. Donc ça, c'est le profil. Et ces profils-là, ça, c'est la réalité. C'est la mesure, c'est expérimental. Mais la modélisation aussi donne des profils similaires. Donc, avec la modélisation, avant d'aller à la clinique, on a pu avoir ces résultats-là. Et à la clinique, on a ces résultats donc, qui, comparés à ce qu'on a eu en modélisation, sont acceptables et sont fiables. Donc, voilà, ça, c'est un profil pour l'antenne dipolaire, donc le dipôle électrique. Donc, ça, et le meilleur profil, on l'a eu avec l'antenne magnétique. Bon, bref, c'est pour dire que la modélisation permet de réduire des coûts, d'anticiper sur des solutions. Donc, et même si on n'a pas le matériel, avec le logiciel,
avec la modélisation, on peut avoir des résultats donc, qui peuvent prédire la réalité ou bien analyser la réalité. Donc, et ces résultats-là, si le modèle est bien fait, vont être confirmés par l'expérience. Donc, c'est quelques éléments de discussion que j'avais souhaité partager avec l'assistance et aussi sensibiliser surtout sur la pollution électromagnétique. Et je crois qu'il y a un grand challenge aujourd'hui pour vraiment encadrer les étudiants, booster la recherche pour avoir donc des dispositifs qui protègent les populations du Sénégal par rapport à cette pollution. Je vous remercie. Merci, monsieur le modérateur. Donc, je tenais à vous féliciter pour cette initiative. Je pense qu'on vous remerciera jamais assez pour avoir eu cette idée d'avoir, en prélude de notre conférence, de pouvoir échanger en utilisant d'autres canaux et d'autres types de vocabulaire. Je vais m'efforcer de parler aujourd'hui des modèles et des applications sans pour autant parler de formules ni de grandes équations. Et voilà, donc je remercie aussi le public pour avoir été venu nombreux pour cette matinée. Donc je vais embrayer là où le modérateur a conclu avec Prof Bira, c'est de revenir sur une synergie, et une synergie qui est économique. Et cette synergie qui est économique repose sur plusieurs piliers. Et parmi ces piliers, il y a ce qu'on peut voir ici au niveau de ce schéma, disons, imbriqué, cohérent à la fois, que j'ai eu à terminer ce matin, prof Socé. Donc, sur ce schéma, l'idée, c'est de pouvoir montrer que tout ce que nous faisons, c'est par rapport à notre population. Et par rapport à cette population, l'idée, c'est d'améliorer le mieux-être et d'améliorer les conditions de vie de nos populations et de nos concitoyens. Et dans ce sens, nos activités de recherche à l'Université Cheikh Anta Diop reposent pour la plus grande partie sur un aspect économique. C'est d'améliorer la condition de vie des Sénégalais en amenant une valeur ajoutée aux produits et résultats de recherche et à leur application pour cette population-là. Donc, il y a un schéma qui est là, qui parle d'un certain nombre d'aspects. Et parmi ces aspects, moi, je vais prendre ce qui nous a réunis ici sur ce qui m'a été confié, c'est-à-dire de parler de la modélisation avec l'agriculture. Donc, j'aurai besoin de parler de la productivité. J'aurai besoin de parler de la qualité des sols qui sont utilisés. J'aurai besoin de parler de la qualité des semences et aussi de parler de la quantité d'eau qui est utilisée par rapport aux différentes variétés de cultures qui sont utilisées dans différentes zones et durant différentes périodes de l'année. Et tous ces paramètres que je viens de citer vont impacter sur le rendement. Donc il est question aujourd'hui de pouvoir lever les rendements qu'on a actuellement pour l'ensemble des différents types de cultures qui sont cultivées au niveau du Sénégal. Maintenant, une fois qu'on a terminé de cultiver avec un bon rendement, l'idée c'est de pouvoir transformer. Donc la chaîne est longue et pour pouvoir transformer, il faudrait avoir une qualité du produit. Donc moi, quand je cultive du riz, j'aurais besoin de connaître l'aspect nutritionnel de ce riz-là. Et pour connaître l'aspect nutritionnel, il faudrait connaître non seulement la qualité de la semence qui est utilisée, mais aussi la qualité des sols et de l'eau qui a été utilisée pour pouvoir arriver à avoir ce riz-là en maturité. Donc, sur ce schéma, tous les aspects qui sont définis
selon le type de couleur, vise à travailler pour un Sénégal de demain, et un Sénégal qui est meilleur, et un Sénégal qui est plus stable et qui est plus souverain. Et pour cela, il nous faudrait actionner un levier. Et le levier, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver cette synergie entre différents acteurs. Et les premiers acteurs, c'est les universitaires. On ne peut pas développer ce pays en enlevant, en faisant abstraction des universitaires, en faisant abstraction des résultats de recherche, en faisant abstraction de cette restitution ou ce partage de connaissances. Donc, sur ce schéma, nous avons 3 piliers très importants, les universités, le secteur privé et le gouvernement. Et en travaillant sur cette synergie, nous avons la possibilité de pouvoir surtout impacter sur l'économie du savoir. Et l'économie du savoir repose sur une restitution, repose sur un socle, un fondement de résultats corrects, valables, utilisables et transposables. Donc, nous allons parler de l'agriculture pour essayer de nourrir le futur et essayer aussi d'avoir un bon produit dans le panier de la ménagère. Donc, différents paramètres vont être étudiés parce que ces paramètres-là vont impacter sur le rendement et sur la qualité du produit. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que si vous avez un sol qui est appauvri, qui a subi une érosion, quantité de sol en tonnes par hectare, par année, que nous savons bien calibrer au niveau de l'Institut de technologie nucléaire appliquée. Pour n'importe quel type de sol, nous sommes en mesure de faire des mesures en utilisant la spectrométrie gamma, donc, et de pouvoir quantifier la quantité de sol déplacé à cause de la machinerie qui est utilisée au niveau du site agricole, à cause des eaux de pluie et à cause aussi du gradient de sol par rapport aux différents transects qu'on peut voir au niveau des champs agricoles. Donc il y a différents paramètres qui peuvent impacter le rendement. Et parmi ces paramètres, nous avons commencé par la nature du sol. J'ai parlé de la lithologie tout à l'heure. Et la profondeur aussi. Nous savons tous que les sites agricoles ont une certaine profondeur. C'est-à-dire, tout ce qui est micro-organismes, vous les verrez au niveau de ce qu'on appelle le topsoil, c'est-à-dire les 40 premiers centimètres de profondeur. Et c'est sur ces premiers 40 premiers centimètres que tout ce qui est micro-organisme, tout ce qui est vie, population, quantité de CO2 disponible, je ne parle pas de séquestré, mais plutôt piégé, au niveau du sol va être utilisé par la plante pour essayer de peupler en termes de micro-organismes ce sol-là. Donc, ces caractéristiques-là, nous avons besoin d'avoir des données, nous avons besoin de connaître exactement quel est l'état de santé de ce sol-là. Donc, il y a aussi le niveau de la nappe, le taux de récupération, j'en passe, le niveau de prélèvement des échantillons, ça c'est très important, on parle de la pédologie, selon qu'on travaille sur un site agricole ou bien à l'échelle de bassin versant, ou bien tout simplement, allons voir nos parents ou bien collègues chimistes et pour regarder tout ce qui est pH et conductivité. Très souvent, les gens pensent que le pH d'un sol n'a pas trop d'impact sur la qualité des rendements. Ils se trompent lourdement parce que si vous n'avez pas un pH adéquat, vous n'allez pas avoir l'échange cationique entre les différents profils de sol. Et si vous n'avez pas d'échange cationique, eh bien, vous n'allez pas augmenter la longueur de vos racines et la plante ne pourra pas absorber correctement la quantité d'eau nécessaire pour sa croissance. Donc tout est corrélé et en regardant tous ces paramètres, nous sommes en mesure de les mesurer sur différents sites d'études et de pouvoir mettre ça dans une base de données. Et pour mettre ça dans une base de données, il nous faudrait déployer des instruments. Donc pendant plusieurs décennies, les gens utilisaient plusieurs types d'instruments, transportables ou portables, au niveau des sites agricoles pour essayer de collecter certaines informations. Et nous avons, depuis la mesure de la densité du sol, d'accord, pour voir l'effet conservation de sol ou bien l'effet développement de certains paramètres,
jusqu'à l'humidité du sol, les gens ont toujours utilisé des capteurs. Et nous savons tous actuellement dans le marché international, le meilleur capteur a 35% d'erreur. Ça veut dire que si on veut véritablement parler de modèle, il faudrait dans ce modèle mettre des données qui sont fiables, qui sont justes, pour que plus tard le décideur puisse les utiliser afin de prendre des décisions qui vont impacter sur le devenir des Sénégalais, surtout des acteurs qui sont dans le domaine. Donc, dans notre labo, disons à la faculté des sciences et techniques, nous avons des détecteurs qui peuvent être transportés sur le terrain et faire la cartographie de ces paramètres selon un site d'études données. Et à l'issue de cette cartographie, nous sommes en mesure de savoir exactement pour chaque point, avec 0,5 cm, 0,5 m, donc 50 cm d'erreur entre deux points, de pouvoir corriger les manquements et de pouvoir aussi soigner la qualité du sol s'il y a par exemple un excès de sel quelque part ou bien un excès d'hématome sur un lopin de terrain. Donc, avec précision, nous pouvons travailler dans les sites agricoles afin de pouvoir augmenter les rendements. Donc, pourquoi nous faisons toutes ces études-là? C'est de pouvoir évaluer donc, les éléments, les macro-éléments qui sont essentiels pour la croissance de n'importe quelle variété de plantes. Si vous partez à l'étranger, par exemple, le pays que je maîtrise le plus, c'est l'Autriche. Vous allez voir qu'au supermarché, vous pouvez trouver n'importe quel type de sol selon la variété de plantes que vous voulez cultiver. Et pour chaque type de sol, vous avez les teneurs des éléments essentiels pour la croissance de cette plante selon les cycles les plus courts, d'accord, jusqu'à arriver à la maturité. Donc, si vous décidez de développer du gombo au niveau de votre balcon, vous allez au supermarché, vous achetez des sacs de sable de 25 kg jusqu'à 50 et vous venez au niveau de votre balcon, vous développez votre plante. Donc, ça veut dire que l'aspect pédologie, qualité du sol est très important pour avoir des rendements très importants selon les différents types de cultures. Donc, nous avons la possibilité de regarder à partir de la cartographie qu'on peut avoir sur le site, de corriger certains manquements, d'ajouter quelque part de l'azote, d'autre part du phosphore et ailleurs du potassium, et ne pas faire comme nos parents agriculteurs, venir avec 300 tonnes de NPK avec 15%, 15%, 15% de chaque élément et pulvériser tout le champ, alors qu'on a besoin tout juste de pulvériser quelque chose comme 300 m² parce que c'est là-bas où se trouve le problème. Donc nous avons la possibilité de développer des modèles qui vont aller jusqu'à avoir des distributions, je dirais, normales, selon le type de modèle et selon les paramètres que vous étudiez sur le site, et de voir là où il y a des manquements, et de donner une tablette à notre parent cultivateur qui va mettre ça sur son tracteur, de se déplacer jusqu'à voir la zone où les couleurs commencent à changer, de s'arrêter et de pulvériser cette zone-là et d'optimiser la quantité d'engrais achetés et utilisés pour ce site-là. Donc, c'est des études qui sont très précises, qui n'ont pas été déportées, mais qui sont réalisées pendant plusieurs années, je dirais depuis 2012 au Sénégal, dans plusieurs domaines et à travers plusieurs secteurs dans le pays. Bon, je reviendrai sur ce qu'on appelle bassin arachidier et quelle est la situation du bassin arachidier sénégalais actuellement. Donc, une fois que toutes ces données sont obtenues, l'idée, c'est véritablement de reverser toutes ces données-là dans un modèle cohérent et de pouvoir mettre ça à la disposition de nos parents agriculteurs. Et maintenant, le parent peut mettre ça sur son smartphone et payer chaque année, par exemple, 1 000 francs pour avoir des données fiables, disponibles et mises à jour, pour permettre aux gens qui vont s'occuper de la plateforme de pouvoir recruter suffisamment de personnes afin de prendre en charge toutes ces questions-là. Donc, il y a un schéma qui nous permet de regarder depuis les données collectées jusqu'à le traitement de ces données et de faire des croisements, des validations et d'aller même jusqu'à un niveau de faire de l'intelligence artificielle
pour le traitement de ces modèles-là et de les valider et de voir leur applicabilité, d'accord, selon les différents types de sols, selon les différents types de cultures et selon les différents cycles de culture aussi. Donc c'est dans ce sens-là que dans notre groupe, nous avons, je pense, durant ces 3 dernières années, développé beaucoup de thématiques et beaucoup de données aussi sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, d'accord, dans le secteur du transport, dans le secteur du changement climatique, dans le secteur de l'augmentation des degrés de CO2, soit au niveau aquatique qu'au niveau continental. Et je pense que c'est l'occasion ici de féliciter encore et de remercier le coordonnateur. Je sais que c'est un travail d'équipe, mais il y a la locomotive qui nous a permis d'atteindre ce niveau d'information-là et c'est important de le citer ici. Voilà, merci. Donc, particulièrement, l'idée, je pense que j'ai déjà parlé de ce secteur. L'idée, c'est de pouvoir valoriser les produits agricoles parce que c'est quelque chose, c'est le parent pauvre au niveau du Sénégal. On cultive beaucoup d'ananas, mais les gens n'en parlent pas. On cultive beaucoup de sésame, de blé. Les gens n'en parlent pas parce que les gens ont cette pratique culturelle de pouvoir parler que du mil et de l'arachide. D'accord? Et alors qu'il y a d'autres types de cultures qui peuvent être utilisées et valorisées non pas uniquement dans le marché, dans nos marchés locaux, mais aussi au niveau de la sous-région et à l'étranger aussi. Donc, il y a le bassin arachidier, donc comme vous pouvez le voir ici en vert, c'est cette zone-là délimitée en vert qu'on appelle le bassin arachidier il y a plus de 10 ans maintenant. Et ce bassin arachidier a évolué jusqu'à aller au Sénégal oriental. On peut se poser la question, comment ça se fait que ce bassin évolue alors que les sols ont toujours été là? Comment ça se fait que les gens ont commencé à migrer vers le Sénégal oriental et vers le sud du Sénégal et de pouvoir joindre ces deux zones-là et dire que voici actuellement la situation du bassin arachidier? Parce que beaucoup de résultats au niveau de utilisant l'intelligence artificielle ont montré que beaucoup de sites qui utilisent actuellement tout ce qui est intrant en engrais proposés par l'État du Sénégal, c'est des sites qui ne sont pas à caractère agricole. Beaucoup de sites. Et notre dernier modèle est même parti jusqu'à montrer la disparition de plusieurs sites. Rien que l'année dernière, nous avons fait une campagne, d'accord, de 242 sites au niveau du bassin arachidier. Et sur ces 242 sites, 87, c'est des lieux d'habitat. Et pourtant, quand vous rentrez au niveau de la direction de l'agriculture, ces sites sont toujours dans le bassin arachidier. Et quand vous allez là-bas, vous allez voir que c'est des maisons, ce ne sont plus des zones agricoles. Donc tout ceci, ça pose un problème sur les milliards et des milliards que l'État injecte au niveau du secteur agricole en termes d'intrants, selon le nombre d'hectares que vous possédez. Et ça nous pousse à réfléchir sur pourquoi les gens ont migré vers le sud. On peut donner plusieurs aspects, parce qu'on a les résultats de la qualité du sol au niveau du Sénégal oriental. Et ce que cette zone-là peut faire, contrairement disons, à l'ancien bassin arachidier. Donc là, vous allez voir que c'est les sites qui ont disparu actuellement. Rien qu'en utilisant l'intelligence artificielle avec les indices de végétation, nous sommes en mesure de connaître exactement les sites qui sont à caractère agricole et les sites qui ont disparu depuis très longtemps. Et même les 25 prochaines années, il y a d'autres sites qui vont disparaître et les résultats aussi sont disponibles. Donc, je vais embrayer directement pour la pollution atmosphérique. Et la pollution atmosphérique, nous avons la même démarche scientifique. Dans la pollution atmosphérique, c'est le domaine le plus compliqué que le domaine agricole. Parce que vous mesurez, vous prenez un point fixe, vous mesurez des paramètres et vous voyez que les paramètres dépassent ce qui est admis par soit l'Organisation mondiale de la santé ou bien par l'UNEP ou bien voilà, par EPA, voilà, l'agence pour le département de l'environnement des Nations Unies. Et vous ne pouvez pas quantifier correctement qui est responsable et
qu'est-ce qui est responsable de cette élévation, cette augmentation de ces paramètres de pollution-là. Et c'est là-bas où se trouve la difficulté actuellement. C'est quand on dit que Dakar est pollué, il faudrait savoir qu'est-ce qui pollue Dakar. D'où vient la pollution de Dakar? Est-ce que c'est une pollution locale ou bien c'est une pollution transrégionale? Et nos derniers résultats ont montré que si vous regardez par exemple Dakar, la pollution vient depuis le désert du Sahara et le désert d'Alger. Et ces deux déserts n'apportent pas la même qualité de poussière ni la même quantité de poussière. D'accord? Et nous avons fait ces mesures pas en faisant le voyage au niveau de ces déserts, mais nous avons fait des mesures au niveau de certaines zones ici au niveau de Dakar et après d'utiliser des modèles qui sont très fiables pour pouvoir quantifier l'impact de chaque source par rapport à la qualité de l'air ici mesuré au niveau de Dakar. Et ça, nous avons couplé plusieurs techniques nucléaires avec des modèles et aussi avec des campagnes de mesure. Donc, pour la qualité de l'air, donc on peut voir les sources on peut avoir différentes caractéristiques. Ça peut provenir des pots d'échappement, du freinage des voitures, des pneus. Il y a des paramètres que vous ne pourrez voir que quand il y a des embouteillages. Et quand il y a des embouteillages, les gens freinent et il y a beaucoup la voiture ronronne. Et il y a des paramètres qui sont ciblés et qui peuvent être quantifiés quand, par exemple, vous déposez un filtre membranaire sur un site pendant 24 heures et vous collectez la poussière que les gens respirent. Et c'est la quantification de cette poussière qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations. Donc, il y a aussi le fait qu'il y a cette masse d'air qui peut provenir de plusieurs endroits. Ça peut même provenir d'une activité industrielle. Et nous avons les compétences dans ce groupe de pouvoir quantifier l'impact, par exemple, d'une débiterie qui a tendance à avoir une cheminée de 10 mètres de hauteur et de sortir beaucoup de dioxine et de furane en essayant de tuer la faim d'un Sénégalais, d'accord, qui est, je dirais, religieusement assis, d'accord, et avec son cornet de viande. Et ça, c'est des études qu'on peut montrer. Et généralement, la quantité de dioxine et furane admis par la Convention de Stockholm dans son annexe C, c'est des quantités qu'on retrouve ici au Sénégal qui dépassent de 7 fois la quantité admise. Normalement, on ne doit même pas en avoir. Mais là, ce qui est admis, on dépasse ces quantités de 7 en essayant de nourrir les Sénégalais. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques qu'il faudrait essayer de changer. Et maintenant, est-ce que si on augmente la hauteur de la cheminée, ça va empêcher tout ce qui est dioxine et furane, qui sont des polluants organiques persistants, de sortir? C'est une question qu'on doit se poser. Quelque part, oui. Quelque part, non. Parce que pour ces dioxines, si la température est inférieure à 880 degrés, ça ne va pas les empêcher de sortir. Donc, il y a des mécanismes. Je pense qu'on est en train de travailler avec la direction de l'environnement, donc la direction de la réglementation. Et je pense que des résultats vont pouvoir sortir parce qu'il y a des rapports qui ont été émis il n'y a pas longtemps. Donc, l'autre aspect, c'est qu'au niveau industriel aussi, il y a la possibilité, avec nos techniques, de pouvoir savoir est-ce que réellement ce que la direction de l'environnement mesure dans une industrie provient de l'industrie. Donc, ça a été une très grande question pendant très longtemps. Les gens prennent leurs appareils de mesure, viennent au niveau d'une industrie, cimenterie Sococim par exemple, et mesurent des teneurs. Et ils voient généralement que ces teneurs dépassent. Après, ils disent, oh, Sococim pollue toute la ville de Rufisque, toute Mbao. Et ça, très souvent, ce n'est pas le cas. Je n'essaie pas de défendre Sococim, mais pour plusieurs études, nous avons vu qu'en réalité, c'est une transportation de la pollution d'une zone à une autre. Donc, avec des vecteurs cinétiques de ces différentes masses d'air, il y a une annulation de cette masse d'air et la masse d'air s'est déposée au niveau de ces différentes industries-là pour la plus grande partie. Maintenant, on peut regarder sur une longue période, sur une longue trajectoire, quel est l'impact de Sococim sur l'environnement immédiat. Oui, en ce moment-là, on verra l'impact de Sococim.
ou bien de Sahel, ou bien de Cimenterie CIMAF, mais pas au sein de l'entreprise. Donc ça aussi, je pense que c'est des résultats qui nous ont permis, qui ont permis à la direction de l'environnement de changer leur manière de faire des visites inopinées et de venir avec leurs appareils et de mesurer à l'intérieur. Ce que vous mesurez à l'intérieur provient ailleurs, provient généralement ailleurs. Donc, il y a plusieurs modèles qui sont proposés. Il y a les modélisations en 4D. Je pense qu'on n'aura pas l'occasion de revenir sur ces modèles. Mais ce qui est important, c'est qu'on a la possibilité de faire des cartographies selon la concentration en termes de nitrate, de nitrite, de sulfate, de métaux lourds, de POP, d'éléments carboniques ou bien tout simplement de particules de poussière qui peuvent traverser l'appareil respiratoire, ou bien tout simplement des particules de poussière qui ont un diamètre de 10 microns qui peuvent rester uniquement au niveau de l'appareil respiratoire et occasionner des cas d'éternuement ou bien d'allergie qui sont localisés. Donc voilà, je vais m'arrêter à ces quelques diapositives et je pense que je pourrais partager les diapos qui restent pour ne pas être long et permettre peut-être d'aller dans les questions-réponses. Merci.